Dans un monde politique saturé de polémiques où l'invective tient lieu d'arguments et où toute nuance est perçue comme une faiblesse, la pensée d'Edmund Burke résonne aujourd'hui avec une force inattendue. Voici un homme du XVIIIe siècle qui, face à l'une des plus grandes secousses de l'histoire moderne, la Révolution française, a su formuler une critique lucide, profonde et mesurée, refusant à la fois le conservatisme aveugle et l'enthousiasme révolutionnaire. Burke ne se contente pas de dire non, il explique pourquoi, avec un respect presque sacré pour l'histoire, les institutions et la complexité des sociétés humaines. À l'heure où chacun semble vouloir tout détruire ou tout imposer au nom de principes intangibles, revenir à Burke, c'est redécouvrir une pensée qui privilégie l'enracinement sur la rupture, la prudence sur l'idéologie, le dialogue sur la fureur. C'est aussi peut-être retrouver une voie pour penser le politique sans renier l'héritage ni céder au chaos. Mais Burke n'est pas seulement un penseur à redécouvrir. Il fut avant tout un contemporain direct de la Révolution, l'un des tout premiers à la regarder non comme un simple bouleversement français, mais comme un événement fondateur d'une ère nouvelle, celle de la modernité politique avec ses promesses d'émancipation, mais aussi ses dérives totalitaires. Avec ses réflexions sur la Révolution en France, écrites en 1790, rédigé alors même que les faits se déroulent, il devient le premier historien critique de la Révolution, en même temps que le fondateur d'un courant intellectuel conservateur qui marquera profondément le XIXe siècle, de Chateaubriand jusqu'à Joseph de Maistre et jusqu'aux penseurs conservateurs d'aujourd'hui. En cela, Burke n'est pas un spectateur du passé. Il est l'un des tout premiers à avoir compris que la Révolution française n'était pas seulement une crise politique, mais une fracture de civilisation. Bienvenue dans l'histoire sans complexe. Pour comprendre la pensée d'Edmund Burke, il est indispensable de revenir au modèle politique anglais qu'il défend tout au long de sa vie. Ce modèle, unique en Europe à son époque, repose sur un compromis historique entre tradition monarchique et liberté parlementaire, compromis issu d'une série de conflits qui ont façonné l'identité politique du royaume. Le terme « Glorious Revolution », la Révolution glorieuse, désigne un événement capital survenu en 1688, le renversement du roi catholique Jacques II par le Parlement et son remplacement par le couple protestant Guillaume III d'Orange et Marie II, sa fille. Contrairement à la Révolution française, ce changement de régime ne fut ni sanglant ni radical. On parle de révolution car un changement décisif se produisit dans la légitimation du pouvoir, mais le cadre monarchique fut maintenu. Ce moment fondateur consacre la souveraineté parlementaire. Le roi ne peut plus gouverner sans le consentement du Parlement. Le Bill of Rights de 1689, texte fondamental voté à cette occasion, limite les prérogatives royales, garantit la liberté de débat au Parlement, interdit au roi de lever des impôts sans l'accord des élus et proclame que la monarchie anglaise est constitutionnelle, c'est-à-dire soumise à des lois écrites. Edmund Burke, né 40 ans plus tard, voit dans cet épisode un modèle de réforme pacifique dans lequel le respect de la tradition et des institutions permet d'éviter les dérives du pouvoir arbitraire tout en garantissant l'ordre social. À ses yeux, la Révolution glorieuse est l'expression même du véritable progrès politique. Il est lent, graduel, enraciné dans les mœurs nationales. Burke entre à la Chambre des communes en 1765 comme membre du parti White, l'un des deux grands partis politiques britanniques de l'époque, l'autre étant le parti Tory. Les Whites défendent depuis le XVIIe siècle l'équilibre entre le roi et le Parlement et ils sont favorables à l'extension modérée des libertés civiques et politiques. Mais leur ligne n'est pas du tout révolutionnaire. Ils rejettent toute idée de renversement brutal de l'ordre établi. Burke incarne cette modération intelligente.
Dans son ouvrage Through on the Cause of the Present Discontents, écrit en 1770, il critique le pouvoir grandissant exercé par le roi George III par l'intermédiaire de favoris ou de ministres non responsables devant le Parlement. Il ne s'oppose pas à la monarchie en tant que telle, mais il rejette toute tentative du souverain de gouverner contre l'esprit du compromis de 1688. Il y affirme un principe central de sa pensée. Le pouvoir ne doit jamais être arbitraire, mais toujours inscrit dans des institutions, des coutumes, une histoire. Pour Burke, l'État ne se réduit pas à une construction rationnelle, ni à un simple contrat entre individus comme le suggèrent les philosophes des Lumières français, comme Rousseau, Diderot. L'État est une communauté historique, une entité qui traverse les générations, fondée sur la transmission, l'héritage et l'expérience. Il écrit ainsi : « La société est un contrat entre ceux qui sont vivants, ceux qui sont morts et ceux qui ne sont pas encore nés. » Cette formule célèbre illustre bien son rejet de la vision abstraite de la politique. Il considère que les institutions sont les fruits d'un long mûrissement, non des créations instantanées. Dès lors, l'ordre politique doit être conservé et aménagé prudemment, non révolutionné à partir d'idées théoriques. Edmund Burke, en tant que penseur et parlementaire anglais, s'inscrit dans une tradition politique profondément marquée par la mémoire de la Glorious Revolution de 1688. Il défend un ordre constitutionnel fondé sur l'équilibre des pouvoirs, la souveraineté parlementaire et le respect des traditions. Contrairement aux philosophes français, il n'a aucune foi dans les utopies rationnelles ou les refondations brutales. Son conservatisme est réflexif, historique, modéré et vise avant tout à préserver la liberté dans la continuité, non à la fonder dans la rupture. Lorsque Burke parle de liberté, il ne pense pas à une notion universelle, abstraite, définie par la seule raison ou le seul droit naturel comme c'est le cas chez les philosophes des Lumières français. Il ne croit pas à une liberté imaginée, c'est-à-dire conçue en théorie, indépendamment des sociétés réelles. Au contraire, Burke défend une liberté concrète, issue de l'histoire et inscrite dans les institutions britanniques. Il l'appelle une liberté héritée, parce qu'elle est le fruit d'un long processus de maturation historique. Il voit dans l'Habeas Corpus Act un exemple parfait de liberté concrète héritée et encadrée par la loi sans besoin d'une déclaration universelle. Il s'agit d'un droit négatif mais très réel, inscrit dans les usages et protégé par les tribunaux et non décrété par une assemblée révolutionnaire. Pour Burke, ce genre de liberté ne naît pas d'un manifeste philosophique, mais d'une longue accumulation de précédents juridiques, ce qu'il appelle la common law, le droit coutumier anglais. Au XVIIIe siècle, le pouvoir exécutif en Angleterre est exercé par des ministres, notamment le Premier ministre, mais ceux-ci ne gouvernent que s'ils ont la confiance de la Chambre des communes. Cette règle n'est pas à théoriser dans une constitution écrite. Elle résulte d'un équilibre progressif entre la monarchie et le Parlement acquis à travers des crises, des réformes et des pratiques devenues traditionnelles. Burke admire cette évolution parce qu'elle démontre que la liberté politique, ici le contrôle du pouvoir exécutif, ne vient pas d'une idée abstraite, comme par exemple dans la séparation des pouvoirs chez Montesquieu, mais d'une véritable tradition politique qui se consolide au fil du temps. Si vous en êtes encore là, à ce stade de l'épisode, c'est que ce podcast vous plaît, non ? Alors soyons clairs, vous êtes officiellement membre de la confrérie des passionnés d'histoire. Et qui dit confrérie, dit devoir sacré. Votre mission est la suivante. Premièrement, vous abonner à la chaîne. Alors c'est gratuit, promis, même en période d'inflation. Deuxièmement, laissez un like pour dire à l'algorithme « Oui, ce contenu mérite d'exister ». Et troisièmement, un petit commentaire, même un simple smiley ou un tout petit message, c'est tout bête, mais ça change tout pour le référencement. C'est grâce à vous que je peux continuer à raconter ces récits, à faire revivre notre histoire commune. Et franchement, quand je vois vos retours, vos likes, vos abonnements, ça me donne juste envie de creuser encore plus loin. Alors merci d'être là et bonne écoute à vous. C'est pour cela qu'il s'oppose à toute tentative de modéliser ce système à partir d'un principe universel. La légitimité vient du temps,
pas de la table rase. Ce point est fondamental pour Burke. La liberté véritable est celle que garantit un cadre politique stable, éprouvé et transmis, et non celle que promettent des déclarations de droit formulées dans l'abstrait. Burke admire le modèle parlementaire britannique parce qu'il repose sur un équilibre entre les pouvoirs, avec d'un côté la couronne, qui incarne la continuité, la dignité et la neutralité du pouvoir souverain, et de l'autre le Parlement, qui est divisé en deux chambres, la Chambre des Lords, l'aristocratie, et la Chambre des communes, représentant des élus des citoyens. Ce système permet de limiter l'arbitraire royal tout en évitant les dérives d'un pouvoir populaire sans frein. Burke considère que ce modèle permet à la liberté de s'épanouir dans un ordre parce qu'aucun acteur n'a tous les pouvoirs. Le roi gouverne, mais selon la loi, et en dialogue constant avec le reste du Parlement. De plus, les ministres du roi sont responsables devant le Parlement. C'est ce principe de responsabilité politique, cher à Burke, qu'il défendra toute sa vie contre les dérives autoritaires, même quand elles viennent d'un roi constitutionnel comme George III. George III, qui règne de 1760 à 1820, est le premier souverain britannique de la dynastie de Hanovre, né et éduqué en Angleterre. Contrairement à ses prédécesseurs, il se sent très impliqué dans les affaires du gouvernement. Il cherche à renforcer l'influence de la couronne, notamment en contrôlant les nominations ministérielles et en favorisant ses alliés personnels au sein du gouvernement et du Parlement. Ces pratiques vont être dénoncées à plusieurs reprises par Burke qui, selon lui, court-circuite la logique parlementaire et affaiblit la responsabilité des ministres. Pour Burke, la grande conquête de la Révolution de 1688, c'est le principe selon lequel le roi règne mais ne gouverne pas seul. Le gouvernement doit être assuré par des ministres, choisis non pour leur loyauté personnelle envers le souverain, mais pour leur capacité à conserver la confiance de la Chambre des communes. Cette critique de George III n'est pas contradictoire avec le conservatisme de Burke. Elle en est même le prolongement logique. Car Burke n'est pas un conservateur servile, défenseur du roi en toutes circonstances. Il est un partisan de la tradition constitutionnelle anglaise qui voit dans le respect de l'équilibre des pouvoirs la seule garantie d'une liberté durable. Ce qui l'inquiète chez George III, ce n'est pas l'exercice du pouvoir royal en lui-même, mais le contournement du système des freins et contrepoids mis en place depuis 1688. Burke voit dans ces dérives une alerte modérée, mais qui annonce ce que les révolutions continentales feront de manière brutale. Là où George III gouverne par ses amis, les révolutionnaires français aboliront toute médiation institutionnelle pour imposer la volonté du peuple souverain concentré dans une assemblée ou un comité de salut public. Ainsi, le combat de Burke contre les abus d'un roi constitutionnel devient une préfiguration de son combat plus vaste contre la centralisation révolutionnaire qu'il percevra comme 1000 fois plus dangereuse. Contrairement aux républicains radicaux, Burke ne se réclame pas d'une démocratie directe ou de l'abolition de la monarchie. Il ne veut ni révolution ni rupture. Il réclame que les règles du jeu constitutionnel soient respectées et que le pouvoir reste visible, légitime et équilibré. Au milieu du XVIIIe siècle, les 13 colonies d'Amérique du Nord sont des possessions britanniques relativement autonomes, peuplées principalement d'Anglais et d'Européens installés sur la côte est du continent américain. Ces colonies ont leurs propres assemblées locales, leurs lois, leurs juges et jouissent d'un niveau de liberté élevé dans le cadre de l'Empire britannique. Mais à partir de 1765, des tensions éclatent avec Londres. Le gouvernement britannique, endetté par la guerre de 7 ans, qui a lieu entre 1756 et 1763, veut faire contribuer davantage les colons aux frais de défense de l'Empire. Il impose une série de taxes, puis notamment la fameuse taxe sur le thé qui provoqueront le Boston Tea Party en 1773, une révolte emblématique. Les colons protestent non pas parce qu'ils refusent l'autorité du roi, mais parce qu'ils estiment que le Parlement britannique outrepasse ses droits en les taxant sans qu'ils aient de représentation. Dans ce contexte, Edmund Burke, membre du Parlement britannique, prend parti non pas pour la rébellion en soi,
mais pour les revendications juridiques et historiques des colons. Dans son discours prononcé à la Chambre des communes en 1775, intitulé Speech on Conciliation with the Colonies, il appelle à une politique de compromis et de réconciliation avec l'Amérique. Selon lui, les colons ne demandent pas une liberté nouvelle fondée sur des principes abstraits ou révolutionnaires, mais le respect des libertés anglaises qu'ils considèrent comme leur héritage. Le droit de consentir à l'impôt, la liberté d'expression, la protection des biens, la responsabilité politique. Burke voit dans les colons américains non comme des révolutionnaires, mais comme des Anglais fidèles à la tradition politique britannique, protestant contre une rupture du contrat implicite qui les liait à la couronne. En ce sens, leur insurrection est conservatrice au fond. Ils veulent préserver des droits anciens, et non les abolir pour en inventer de nouveaux. C'est cette différence fondamentale qui expliquera pourquoi Burke soutient l'indépendance américaine, mais condamnera la Révolution française. Les Américains se battent pour restaurer un ordre légitime fondé sur les coutumes anglaises. Les Français renversent tout, la monarchie, la noblesse, le clergé, la tradition, pour bâtir une société nouvelle sur des abstractions, droits de l'homme, volonté générale, souveraineté populaire. Dans ce discours, Burke ne justifie pas encore une indépendance formelle. Celle-ci n'interviendra qu'en 1776. Mais il presse le Parlement d'accorder aux colons les garanties qu'ils réclament avant que la situation ne dégénère. Il affirme que la coercition militaire est inefficace et contre-productive face à un peuple qui se sent légitimement lésé. Au XVIIIe siècle, l'Inde est progressivement passée sous le contrôle britannique, non d'abord par l'armée du roi, mais par l'action d'une entreprise privée, la Compagnie britannique des Indes orientales. Après la victoire anglaise à la bataille de Plassey en 1757, cette compagnie acquiert un pouvoir politique, économique et militaire énorme, notamment au Bengale, l'une des provinces les plus riches de l'Inde moghole. Ce pouvoir est exercé dans un contexte d'ambiguïté. L'Empire britannique n'a pas encore statué clairement sur la nature de sa souveraineté en Inde, et la compagnie agit comme un État dans l'État. Ce vide juridique permet de nombreuses pratiques arbitraires, des pillages, des extorsions, des confiscations de terres et l'imposition de taxes écrasantes. Warren Hastings est nommé gouverneur général du Bengale en 1773, puis de toute l'Inde britannique. C'est un homme énergique, cultivé, anglicisé, mais aussi autoritaire, qui gouverne dans un esprit de centralisation et d'efficacité administrative, tout en entretenant des alliances douteuses, notamment avec des princes locaux dans un contexte de guerre intestine et d'enrichissement personnel. Burke, membre du Parlement, est l'un des rares hommes politiques britanniques à dénoncer publiquement ces pratiques. Pour lui, Hastings symbolise une dérive impériale inacceptable. L'usage d'un pouvoir absolu par des agents de la couronne dans des territoires étrangers sans contrôle ni aucun contre-pouvoir. En 1786, Edmund Burke engage la procédure d'impeachment contre Warren Hastings devant la Chambre des Lords pour crimes politiques et moraux commis en Inde. Ce procès, l'un des plus longs de l'histoire parlementaire britannique, il dura jusqu'en 1795, devient une tribune exceptionnelle pour Burke qui expose sa conception du gouvernement juste. Il accuse Hastings de pillage des biens des populations indiennes, manipulation politique des élites locales, usage de la force sans justification légitime et détournement des principes britanniques de justice et de responsabilité. Ce qui est remarquable, c'est que le combat de Burke contre Warren Hastings est parfaitement cohérent avec ses autres engagements. Il ne s'oppose pas à la présence britannique en Inde en tant que telle, mais à la manière dont elle est exercée, dans l'arbitraire, l'avidité, le mépris des traditions locales et en rupture avec les principes britanniques de justice et de responsabilité. Burke refuse l'idée qu'on puisse avoir deux poids, deux mesures. La liberté et la loi en Angleterre, l'oppression et les despotismes en Inde. Pour lui, l'Empire doit incarner une responsabilité morale, pas un droit à l'exploitation. Après le procès de Hastings, Burke rappelle une leçon essentielle. Le pouvoir politique ne peut être légitime
s'il s'exerce en dehors de toute éthique. Gouverner, même dans un cadre impérial, c'est servir l'ordre, la justice, la continuité et jamais la prédation. Durant la Révolution américaine naissent de nouveaux débats. Burke va y prendre part, notamment en répondant à Richard Price. Richard Price est un philosophe, théologien et mathématicien britannique, figure majeure du rationalisme politique et du protestantisme dissident. Défenseur des réformes libérales, il soutient la Révolution américaine puis la Révolution française au nom des droits naturels et de la raison. Engagé en faveur des réformes politiques, il incarne l'aile libérale et rationaliste du protestantisme éclairé. Son discours du 4 novembre 1789, prononcé devant la Society for Commemorating the Glorious Revolution, marque un tournant. Il y célèbre avec enthousiasme la Révolution française naissante qu'il considère comme le prolongement logique de la Glorious Revolution. Dans ce discours, Price affirme que chaque individu détient 3 droits fondamentaux. Le premier, c'est le droit de choisir son gouvernement. Le deuxième, le droit de résister à l'oppression. Et le troisième, le droit de refonder la société selon les principes de la raison. Pour lui, ces droits sont naturels, universels et inaliénables. Ils ne sont pas produits par l'histoire ou les institutions, mais découlent directement de la nature humaine et de la raison. Cette conception place Price dans une tradition rationaliste et universaliste, héritée de John Locke, mais également influencée par Rousseau et les philosophes des Lumières françaises, dont il partage l'optimisme politique. C'est précisément cette lecture abstraite, désincarnée et révolutionnaire de la liberté que Burke va violemment rejeter dans ses réflexions sur la Révolution française. Dans ses réflexions, Edmund Burke réagit non seulement à la Révolution, mais aussi et surtout à la manière dont ses partisans justifient théoriquement l'abolition des structures sociales existantes. Il vise notamment Richard Price, mais au-delà, c'est toute une philosophie politique héritée des Lumières qu'il critique. Au cœur de cette critique, l'idée que chaque individu, en vertu de sa seule nature humaine, possède des droits universels valables en tout lieu et en tout temps, comme le proclame la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Burke rejette cette idée avec force. Il considère que ces droits sont de pures spéculations métaphysiques, dangereuses parce qu'elles prétendent redessiner la société sans tenir compte des réalités historiques, sociales et culturelles de chaque situation. Pour Burke, les seuls droits légitimes sont ceux qui sont hérités, c'est-à-dire ceux qui sont transmis par l'histoire, ceux qui sont incarnés dans des institutions concrètes et ceux qui sont protégés par des lois établies. Alors, il ne faut pas faire de contresens ici, il ne nie pas l'idée de droit, mais affirme qu'ils n'ont de réalité politique et sociale que s'ils s'inscrivent dans un cadre institutionnel et juridique stable, forgé par le temps. Il écrit « Les prétendus droits de l'homme sont des droits imaginaires. Les droits véritables sont ceux que la Constitution garantit. Les droits à la sûreté, à la propriété, à la justice. » Pour Burke, la liberté n'est pas un concept abstrait, mais une pratique encadrée. Elle est réelle dans la mesure où elle est régulée, médiée par des coutumes, les corps intermédiaires et les autorités légitimes. Elle ne peut exister sans ordre, sans continuité, sans limite. Burke perçoit dans les droits abstraits une menace politique directe. Selon lui, lorsque l'on croit que les institutions sont illégitimes parce qu'elles ne correspondent pas à une idée théorique de justice ou de liberté, on ouvre la porte d'abord à l'anarchie, tout ce qui est établi peut être balayé, détruit, et ensuite à la tyrannie. Une fois l'ordre détruit, il faut bien le remplacer, souvent par un pouvoir fort, un pouvoir centralisé et un pouvoir extrêmement violent. Et c'est ce qu'il observe en France. Le roi renversé, l'Église désacralisée, les privilèges abolis, mais aucun ordre stable pour les remplacer, si ce n'est la force de la majorité ou des clubs politiques extrémistes. Il anticipe dès 1790 l'épisode de la Terreur
qu'il voit comme la conséquence logique du culte des droits abstraits. Cette critique des droits de l'homme ne vient pas d'un rejet pur de la liberté, comme je l'ai dit, mais d'une autre tradition, celle du constitutionnalisme anglais, dans laquelle les droits se définissent dans un cadre historique et évolutif. Thomas Paine est un penseur et militant politique anglo-américain. Il est issu d'un milieu modeste, il s'exile en Amérique en 1774, où il devient célèbre avec son Common Sense en 1776, un pamphlet qui plaide pour l'indépendance des colonies vis-à-vis de la Grande-Bretagne. Proche des cercles révolutionnaires, il participe à la Révolution américaine, puis soutient la Révolution française, dont il devient citoyen d'honneur en 1792. C'est en tant que républicain engagé qu'il publie son ouvrage The Rights of Man en réponse directe à Burke. Dans The Rights of Man, Paine pose une thèse simple mais explosive. L'homme né libre et porteur de droits inaliénables, non parce qu'une institution les lui accorde, mais par sa nature même. Ces droits sont antérieurs à tout gouvernement, universels, valables pour tous les êtres humains indépendamment de leur culture et de leur histoire, et inaliénables, c'est-à-dire qu'aucune autorité ne peut légitimement les supprimer. Paine affirme donc une conception jus naturaliste, du latin jus naturale, droit naturel, hérité des Lumières mais radicalisé. L'ordre politique n'est légitime que s'il dérive du consentement libre des individus et non d'une tradition ou d'un héritage. Paine s'inscrit dans une tradition contractualiste à la suite de John Locke, mais aussi de Jean-Jacques Rousseau. Pour lui, une société juste repose sur un contrat librement consenti par des individus égaux en droit en vue de protéger leurs libertés fondamentales, vie, propriété, liberté de penser, etc. Ce contrat, il est ni historique, ni sacré, ni permanent. Chaque génération a le droit de le redéfinir, voire de le rompre, si elle estime que les gouvernements trahissent leurs fonctions. Dès lors, l'histoire, la coutume, les institutions anciennes, tout ce que Burke admire, deviennent aux yeux de Paine des formes d'oppression déguisée. Il assimile la monarchie, l'aristocratie, l'Église à des superstructures fondées sur la superstition, l'injustice et la domination. Dans The Rights of Man, Paine accuse Burke de pleurer la mort d'un roi, ici Louis XVI, tout en restant sourd aux souffrances du peuple. Il voit dans les Reflections une défense hypocrite des privilèges, de l'inégalité et de l'oppression féodale. Là où Burke invoque la sagesse des siècles, Paine répond par la souveraineté du peuple et la raison individuelle. Autrement dit, la société humaine est naturelle et bénéfique, mais le gouvernement, lui, n'est qu'un mal nécessaire, tolérable à condition qu'il reste soumis à la volonté populaire et limité à la protection des droits fondamentaux. Le débat entre Burke, Price et Paine met en lumière deux façons totalement opposées de penser la politique. D'un côté, Burke défend une vision conservatrice, fondée sur l'histoire et l'expérience, tandis que les deux autres défendent une vision abstraite et universaliste. Autrement dit, Burke croit à l'équilibre et à la continuité, tandis que Price et Paine croient au changement radical et à l'autorité de la raison. Ce clivage traverse encore aujourd'hui les grands débats politiques entre tradition et réforme, entre conservatisme et progressisme. Et quels que soient les sujets, selon les sujets, eh bien, ça peut aller de gauche à droite. Quand on a par exemple des ouvriers qui font grève pour défendre certaines traditions, certains savoir-faire, certaines pratiques, certaines coutumes, eh bien, on peut les classer d'une certaine façon dans le camp conservateur. Ils essayent de conserver leur héritage historique. Dans ses réflexions On the Revolution in France, publiées donc en novembre 1790, Edmund Burke ne se contente pas de critiquer la Révolution française en tant que fait politique. Il propose une interprétation globale et alarmante qu'il présente comme une rupture sans précédent
avec les fondements même de la civilisation européenne. Pour lui, la révolution n'est pas une réforme, elle est une subversion, c'est-à-dire une entreprise de renversement méthodique et idéologique de tout l'ordre traditionnel. Ce que Burke perçoit et dénonce avec force, c'est le caractère systématique de cette destruction. Il identifie 3 piliers essentiels que la Révolution cherche à abolir: la monarchie, la religion et l'architecture sociale traditionnelle. Or, ces 3 piliers ne sont pas pour lui de simples institutions, ils forment ensemble une société organique, un corps vivant, lentement constitué au fil des siècles, au fil des crises, et tout cela est cohérent, c'est-à-dire du trône jusqu'aux petits paysans. Tout ça tient ensemble. Détruire la monarchie héréditaire, ce n'est pas seulement changer de régime, c'est briser le principe de continuité entre les générations et c'est aussi briser d'une certaine façon le pacte social de toute une société. Abattre l'Église, ce n'est pas seulement rejeter une religion, c'est anéantir le socle moral, symbolique et éducatif qui soutient la communauté. Et abolir les ordres, les titres, les hiérarchies, c'est faire disparaître la structure même qui rendait la société intelligible et fonctionnelle au profit d'un égalitarisme abstrait que Burke juge impraticable et très dangereux. Ce que la Révolution prétend construire sur les ruines de la société ancienne, la République fondée sur la seule raison, est à ses yeux une utopie irréaliste. Burke voit dans le recours à des principes universels et théoriques une folie politique, car ils ne tiennent aucun compte de la complexité du réel. La raison pure, détachée de l'expérience, ne peut pas fonder un ordre stable. C'est pourquoi il affirme que les révolutionnaires ne sont pas des réformateurs, mais des idéologues mus par des idées simplistes et surtout destructrices. Pour Burke, la Révolution n'est pas seulement un événement français, mais le symptôme d'une maladie moderne, celle de la coupure entre les peuples et leur histoire. Une maladie que Burke estime devoir combattre non par des compromis, mais par une défense ferme de l'héritage européen. Dans son ouvrage, il ne nie pas que l'Ancien Régime ait besoin de réformes, que l'Ancien Régime comporte des injustices, des privilèges totalement excessifs et de nombreux abus de pouvoir. Mais ce qu'il condamne, c'est que la Révolution ait choisi de tout balayer sans aucun discernement en rejetant en bloc un ordre social et politique dont les défauts étaient réels, mais dont les fondements étaient aussi profondément structurants pour toute la société. Il insiste sur un point central. L'Ancien Régime n'est pas seulement un système politique, c'est une œuvre de longue durée, un héritage commun, fruit d'une sédimentation historique. Il représente la mémoire vivante d'un peuple, transmise à travers les lois, les coutumes, les institutions et les traditions. Même imparfait, ce régime donnait à la société une forme d'équilibre et de continuité, ce que Burke appelle la société organique. En ce sens, il ne critique pas la Révolution pour ce qu'elle veut corriger, notamment tous les abus, comme je l'ai dit, mais surtout parce qu'elle sape tout l'édifice, toutes les racines de la société. À partir de 1792, la position de Burke change de nature. Elle devient plus grave, plus urgente et profondément tournée vers l'échelle européenne. Jusqu'alors, dans ses réflexions sur la Révolution, il dénonçait la Révolution comme un danger politique intérieur pour la France, une rupture funeste avec son propre passé. Mais à mesure que les événements s'accélèrent, il comprend que cette révolution n'est pas un simple phénomène national. Elle se prétend universelle et se veut contagieuse. Dès lors, Burke commence à voir en elle une menace directe pour la stabilité de toute l'Europe. Et les faits sont pour lui accablants. En août 1792, la monarchie constitutionnelle est définitivement renversée après l'invasion des Tuileries par les sans-culottes. Quelques semaines plus tard, en septembre, Paris est le théâtre d'un épisode particulièrement violent. Des milliers de prisonniers, des prêtres réfractaires, des nobles ou de simples suspects sont massacrés dans les prisons sans aucun jugement. Enfin, en janvier 1793,
le roi Louis XVI est guillotiné, non comme simple citoyen coupable de trahison, mais en tant que symbole à abattre, incarnation de la monarchie en soi. Pour Burke, ces événements confirment que la Révolution française a franchi un seuil irréversible. Elle ne cherche plus seulement à se doter d'un nouveau régime, elle veut anéantir tous les fondements traditionnels de la société, non seulement en France, mais dans l'ensemble du monde occidental. Il comprend alors que le projet révolutionnaire n'a pas de frontières. Ses principes, comme la souveraineté du peuple, l'égalité absolue et l'élimination des ordres établis, sont destinés à s'exporter, voire à s'imposer partout où subsiste un ordre ancien. C'est ce qui transforme finalement la critique de Burke en alerte géopolitique. Il ne s'agit plus seulement de contester une idéologie ou de pleurer un ordre détruit, il s'agit désormais de prévenir l'effondrement général de la civilisation européenne si rien n'est fait pour stopper cette contagion. Il écrit dans une lettre de 1793 « Ce ne sont pas seulement les rois qui sont en péril, mais toute société humaine fondée sur l'ordre, la piété et la transmission. » À partir de là, Burke ne s'adresse plus seulement à l'Angleterre, mais à l'Europe tout entière. Il en appelle aux souverains, aux élites, au peuple. La Révolution française est devenue, selon lui, une idéologie armée qui utilise la terreur pour gouverner chez elle et la propagande pour s'étendre au-delà des frontières. Cette prise de conscience marque un tournant dans sa pensée. Il passe d'une critique philosophique et morale à un engagement contre-révolutionnaire appelant à l'action politique, voire même militaire, pour contenir et neutraliser ce qu'il perçoit comme une menace systémique contre la civilisation. C'est ainsi qu'il interpelle le gouvernement britannique pour qu'il poursuive la guerre contre la France jusqu'à la restauration d'un ordre légitime, c'est-à-dire la fin de la République et le retour d'une autorité monarchique, religieuse et hiérarchique. Il ne s'agit plus seulement de défendre les intérêts de la couronne anglaise, il s'agit selon lui de sauver la civilisation européenne. Burke fait ici l'un des premiers appels explicites à une croisade contre-révolutionnaire, une guerre idéologique autant que diplomatique qui sera reprise plus tard par les monarchies de la Sainte Alliance. Son analyse se veut lucide et réaliste. On ne négocie pas avec une force révolutionnaire, on la combat jusqu'à sa défaite complète. Ce qui rend la révolution particulièrement dangereuse à ses yeux, c'est son caractère idéologique, militant et contagieux. Il ne s'agit pas d'un événement local ou circonstanciel, mais d'un système de pensée exportable qui peut séduire d'autres peuples et déstabiliser d'autres États et provoquer un effet domino révolutionnaire à l'échelle de tout le continent. En cela, Burke anticipe les grandes peurs des monarchies européennes face à ce qu'on appellera plus tard la propagande révolutionnaire. En cela, Burke anticipe ce que sera au XIXe siècle le conservatisme contre-révolutionnaire européen. Son appel trouve un écho chez des penseurs comme Joseph de Maistre, Louis de Bonald ou encore plus tard Donoso Cortés qui reprendront cette idée d'une Europe menacée dans son essence par l'idéologie égalitaire et révolutionnaire et qui devront lui opposer une restauration active de l'ordre et de l'autorité. Ainsi, dans ses derniers textes, Burke ne se présente plus seulement comme un analyste des dérives de la Révolution, il devient le prophète d'un combat à venir, celui entre deux visions de la société, l'une formée sur la tradition, l'héritage, l'ordre et la foi, l'autre sur la rupture, l'égalité absolue et la souveraineté sans limite de la volonté humaine. L'un des aspects les plus fondamentaux de la critique burkéenne de la Révolution française concerne la place de la religion et de la propriété dans l'ordre social. Burke ne les considère pas comme des réalités secondaires ou simplement culturelles, mais comme les fondements même de toute société stable et civilisée. C'est précisément parce que la Révolution s'en prend à ces deux piliers qu'il y voit non seulement un désordre politique, mais un basculement dans le nihilisme, c'est-à-dire dans le refus radical de toute structure, de toute autorité et de tout enracinement. Pour Burke, l'Église n'est pas uniquement une institution religieuse, elle est un pilier moral, culturel et politique. En France, l'Église gallicane, c'est-à-dire l'Église catholique française organisée avec une certaine autonomie vis-à-vis de Rome, jouait un rôle structurant dans la vie sociale,
dans l'éducation, l'encadrement des populations et même dans la légitimation du pouvoir monarchique. Lorsque la Révolution adopte la constitution civile du clergé en 1790, qui soumet l'Église à l'État et transforme les prêtres en fonctionnaires publics, Burke y voit un acte de désacralisation politique. La situation empire avec les persécutions religieuses entre 1792 et 1794, donc fermeture de couvents, fermeture d'églises, profanation, culte de la raison, l'interdiction totale avec, comme je l'ai dit, les fermetures d'églises pendant la période de la Terreur, la guerre de Vendée contre les catholiques, etc. Pour Burke, ces actes ne sont pas de simples excès. Ils révèlent un projet anti-religieux cohérent qui cherche à déraciner la société de son socle spirituel. Il écrit en substance que là où l'on détruit la religion, on détruit le sens de la limite, du devoir, de l'obéissance librement consentie. Il en tire cette conviction. Sans religion, il n'y a ni autorité légitime, ni respect de la loi, ni paix civile. Autrement dit, la loi ne suffit pas à faire tenir une société. Il faut un ordre moral supérieur, un principe de transcendance qui donne à l'autorité son sens et à l'individu une forme d'autocontrôle. En niant toute transcendance, la Révolution remplace, selon lui, la foi par la force et la conscience par la terreur. De la même manière, Burke insiste sur le rôle fondamental de la propriété privée dans la préservation de la liberté et de la stabilité sociale. Dans la logique révolutionnaire, les privilèges économiques sont perçus comme des injustices et de nombreux révolutionnaires appellent à une redistribution radicale des biens, notamment ceux du clergé, de la noblesse et des émigrés. Pour Burke, ces politiques ne sont pas des mesures de justice, ce sont des attaques contre le principe même de l'ordre social. La propriété, selon lui, n'est pas un privilège accidentel, mais une condition essentielle de la liberté. Elle garantit à l'individu une autonomie, un enracinement, une responsabilité. Elle fonde la famille, le travail, la transmission, toutes choses que la Révolution prétend réinventer de manière artificielle. De plus, Burke ne considère pas l'inégalité sociale comme une injustice en soi. Il y voit un reflet naturel de la diversité des talents, des fonctions et des mérites, et même une nécessité pour maintenir la cohésion. Une société strictement égalitaire dans laquelle tous seraient interchangeables est selon lui une société instable, dépourvue de hiérarchie fonctionnelle. C'est pourquoi il dénonce avec force le nivellement social qu'il accuse de préparer non pas la justice, mais le despotisme. Il dit « Là où tous sont égaux sans médiation, le seul arbitre est la force. » Autrement dit, quand plus rien ne différencie les individus, le pouvoir revient à celui qui s'impose, et souvent par la violence. Pour Burke, l'égalitarisme radical finit toujours par accoucher d'une tyrannie. Pour conclure l'analyse de la pensée de Burke, il est essentiel de dissiper un malentendu fréquent. Edmund Burke n'est pas un simple défenseur de l'ancien régime, figé dans la nostalgie ou l'opposition systématique à toute forme de changement. Il ne condamne pas les réformes en tant que telles, il condamne les ruptures brutales, les changements imposés par des principes abstraits, sans égard pour l'histoire, les traditions et les équilibres patiemment construits au fil des siècles. Burke accepte l'idée que les institutions évoluent. Il l'a prouvé en soutenant les revendications des colons américains, en dénonçant les abus coloniaux en Inde et en critiquant le pouvoir personnel de George III. Mais il pense que toute réforme authentique doit s'inscrire dans une continuité vivante, non surgir comme une création ex nihilo au nom de principes supposément universels. C'est cette politique de la prudence et de l'enracinement qu'il oppose à la logique révolutionnaire fondée, selon lui, sur l'illusion de pouvoir recréer la société à partir d'une page blanche. En ce sens, Burke est bien plus qu'un simple conservateur. Il est l'un des tout premiers penseurs à formuler une critique globale et structurée de ce qu'on appellera plus tard la modernité révolutionnaire. Il voit dans la Révolution française
le prototype d'un nouveau type de politique, une politique détachée du réel, fondée sur des idées abstraites, droits de l'homme, souveraineté populaire, égalité absolue, mais coupée des réalités humaines et culturelles. Sa pensée, elle repose donc sur 3 grands piliers. Le refus de l'abstraction idéologique, la société ne peut être pensée comme une construction géométrique, mais comme un organisme vivant. La défense du réel, ce qui existe, même imparfait, mérite d'être compris et amélioré plutôt que détruit. L'enracinement historique, c'est l'histoire qui donne sens et légitimité aux institutions, pas la raison seule. Ce positionnement fera de lui le père fondateur du conservatisme moderne, un courant qui ne se contente pas de défendre l'ordre établi, mais qui développe une philosophie politique à part entière, structurée autour de la mémoire, la transmission, la complexité des liens sociaux et la défiance envers les idéologies de rupture. Burke influencera durablement la pensée européenne. Ainsi, Burke ne se contente pas d'avoir analysé la Révolution française, il a donné naissance à une manière nouvelle de penser la politique, une pensée à la fois critique de la modernité radicale et respectueuse de l'expérience humaine telle qu'elle s'est incarnée dans l'histoire. C'est ce qui fait de lui un penseur toujours actuel, bien au-delà de son siècle. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser un petit commentaire. Ça change vraiment tout au niveau du référencement et du placement de mes podcasts dans l'algorithme. Encore merci et à très bientôt pour de nouveaux podcasts.